Alors, fin de vie, pourquoi une loi? Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment encore au courant. Je dis ça ironiquement, bien sûr. Mais en ce moment, Alain Delon est malade. Alors là, catastrophe nationale, malheur pour le pays. Un homme de 88 ans est malade. Alors, affaire nationale parce que affaire de grand acteur français, bien sûr. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que c'est une affaire de fin de vie. Et du coup, c'est une affaire de grande décision. Alors, avant de commencer à rentrer pleinement dans le sujet, je dois dire qu'en tant que jeune et bien portant, on pourrait se dire que j'ai pas tellement mon mot à dire et qu'il faudrait laisser la place à ceux qui sont concernés. Euh, mais, mais, mais j'aimerais vraiment balayer avant tout cet argument parce que je le trouve bidon. Je crois que en fait, tout le monde peut parler de tout. Il ne faut pas laisser aux victimes, quelles qu'elles soient, le monopole de la parole sur la souffrance dont elles sont victimes. Euh, on ne doit pas laisser, par exemple, le monopole des sujets sur le racisme aux personnes victimes de racisme. On ne doit pas laisser le monopole des débats sur le patriarcat aux femmes. Et on ne doit pas laisser le monopole des débats sur la fin de vie aux personnes en fin de vie. C'est le prochain sujet. Hein. Oui, mais voilà. Mais c'est pour ça que j'y viens un petit peu petit à petit. Alors du coup, maintenant, dans l'analyse un petit peu de notre sujet du soir tel qu'il est formulé, parce que toute formulation a toujours un sens, vous remarquerez qu'il est écrit fin de vie et non fin de la vie. La différence, ici, elle me semble importante parce que la fin de vie, elle se définit par un moment précis. La fin de la vie, c'est une durée précise, un instant dans le temps. Alors que la fin de vie, c'est une durée indéterminée. Parce qu'on ne sait pas très bien quand on commence à être en fin de vie et on ne sait pas très bien quand on passera de la fin de vie à la fin de la vie. Donc, la fin de vie signifie en fait... Non, la fin de la vie signifie en fait la mort, alors que la fin de vie désigne encore la vie. Et aujourd'hui, c'est cette période précisément qui pose question. Alors effectivement, c'est la première chose qu'on va questionner ici, c'est pourquoi une loi? Actuellement, il y a déjà une loi qui a été pensée sur ces questions-là en 2005, puis reprise en 2016. C'est effectivement la loi Leonetti, puis Claes-Leonetti. Alors pour revenir un petit peu rapidement, même si Stéphane l'a déjà fait, sur ces deux lois, c'est une loi qui est en... Alors la loi Leonetti déjà de 2005, c'est une loi qui a été faite pour garantir le droit de toute personne de refuser un traitement ou de demander son arrêt, même si cela peut entraîner son décès. Elle interdit ce qu'on va appeler maladroitement, on le verra plus tard, l'obstination déraisonnable, et en maintenant la possibilité de soulager la douleur et de dispenser des soins, et tout en maintenant la possibilité de soulager la douleur et de dispenser des soins palliatifs. Elle encourage la désignation d'une personne de confiance par le patient qui sera consulté en cas d'incapacité pour lui à exprimer sa volonté, et elle reconnaît la validité de ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire les instructions préalables données par une personne sur les traitements qu'elle souhaite ou non recevoir. Et en ce qui concerne du coup la correction, enfin l'ajustement, la loi Claes-Leonetti en 2016, elle introduit la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour soulager la souffrance d'un patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. C'est juste pour ça. Et la loi insiste sur le respect de la volonté du patient et elle renforce les garanties qui entourent la décision médicale en fin de vie. Elle encadre davantage les décisions d'arrêt ou de limitation de traitement, en particulier en définissant les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être prises. Alors ça, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui. Maintenant, nous, on est ici pour réfléchir en philosophe, c'est-à-dire peser les enjeux qui peuvent être éthiques, moraux, historiques ou anthropologiques, et pointer du doigt les dérives qui peuvent exister au sein des pratiques. C'est pourquoi, dans un premier temps, on verra en quoi la capacité de décider de se faire assister médicalement pour mourir est un enjeu d'abord qui concerne la liberté humaine. Ensuite, on se penchera sur la question du soin pour essayer de ramener ce concept du soin qui, malgré les apparences, est central. Et à partir de ces analyses, on verra quels peuvent être les potentiels risques et dérives d'un tel basculement dans l'histoire de la mort en France. Puis, dans un quatrième et dernier moment, je proposerai une partie un petit peu plus ouverte, mais qui me tient à cœur, à savoir la question de la souffrance et sur le rapport de l'homme à la souffrance dans la modernité d'un point de vue anthropologique. Alors quand j'ai parlé un peu à des gens du fait que la séance de ce soir c'était sur la fin de vie, tout le monde m'a dit à peu près la même chose, ils m'ont dit oula, fais attention, ça c'est des sujets qui divisent. Alors effectivement, je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec 2-3 personnes que
quand on en discute, on arrive assez vite à des contradictions, aux limites de nos propres préjugés, et au final, on n'arrive pas souvent à se mettre d'accord. Alors d'abord, je me suis demandé pourquoi c'est un sujet qui divise autant, et pourquoi il n'y a pas vraiment de consensus possible. Alors, je vous le donne en mille, c'est parce que c'est un enjeu qui touche la liberté individuelle. C'est un sujet dans lequel chacun se reconnaît, parce qu'on est des êtres humains, donc capables d'empathie, et donc on se met facilement à la place des personnes concernées par la fin de vie, et on se dit peut-être qu'un jour ce sera nous à cette place-là, donc ça nous touche, ça touche à notre sensibilité. Maintenant, en ce qui concerne la liberté elle-même, si on en croit le philosophe français du XVIe siècle Michel de Montaigne, la liberté consiste à être maître de soi-même. Alors on pourrait facilement dire à partir de là que avoir le pouvoir légal de choisir la façon dont on meurt et l'instant précis auquel on veut mourir, alors c'est une forme de maîtrise de soi, une forme de maîtrise de toute sa vie jusqu'au bout. Le droit de choisir sa mort est donc un enjeu de liberté individuelle. Mais cette liberté revendiquée par tous les partisans d'une loi pour permettre l'assistance à mourir dans la dignité, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? On est en 2024, notre civilisation a environ, si on ne veut pas être tatillon, 2000 ans. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on pense à cette éventualité ? Certains pays l'ont même déjà adopté, ils ne nous ont pas attendus. Par exemple la Suisse, la Belgique ou les États-Unis par exemple. Alors pour aller assez rapidement là-dessus, aux États-Unis, dans l'État de l'Oregon, il est autorisé ce qu'on appelle l'assistance médicale au suicide, c'est-à-dire un médicament qui est prescrit par un médecin, et c'est au malade lui-même de l'ingérer et de se laisser partir. D'ailleurs, petite stat intéressante à partir de ça, c'est que dans 30% des cas, le médicament n'est jamais pris. Les gens ne vont pas jusqu'au bout, ils ne le prennent pas, le médicament. En Suisse, c'est le suicide assisté qui est proposé si on veut mourir, c'est-à-dire que c'est un tiers qui administre une perfusion qui tuera le malade, mais le tiers n'est pas forcément un médecin. D'ailleurs, en général, les médecins ils sont là seulement pour vérifier que tout se passe dans les règles et que la dose a été prescrite par un autre médecin. Mais en général, c'est plutôt des militants qui s'occupent de le faire, c'est parce que c'est avec des associations. Et en Belgique, c'est l'euthanasie qui est appliquée, c'est-à-dire l'administration d'une dose létale par un médecin. Voilà, simplement. Et la loi la plus vieille dans tous les pays qui appliquent ça, c'est la loi suisse, et elle date de 1937. Donc c'est quand même pas si vieux que ça. Mais alors on peut se dire pourquoi personne n'y a pensé avant. Pourtant, a priori, le fait de tuer des gens, ça on sait le faire. Et l'État sait le faire. L'État sait même très bien le faire. Par exemple, pendant la Révolution française, on a coupé la tête de 17 000 personnes, et c'était l'État qui s'en chargeait, et bon, même quand les personnes n'étaient pas tellement d'accord. Donc au final, on pourrait se demander, si c'est les personnes qui le revendiquent, alors on ne voit pas le problème. Et d'ailleurs, en réalité, si vous voulez une petite digression, le vrai moment où l'État a arrêté de tuer des gens, c'est en 1981, quand on a aboli la peine de mort, et encore, voilà, en France. Mais même encore, ça pourrait même être discutable quand on voit qu'encore aujourd'hui, des policiers tuent. Et aujourd'hui, on remet en question cette idée que l'État puisse nous aider à mourir. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est la même chose entre la terreur et l'assistance médicale à mourir, mais quand même. En 1905, la loi proclamant la laïcité en France, lui faisant ainsi rompre ses liens avec tout édifice religieux, le fameux « tu ne tueras point » de la religion catholique se transformerait alors avec une telle loi en un « nous tuerons pour abréger les souffrances ». Alors abréger les souffrances, oui, mais abréger les souffrances en supprimant la vie, moi j'y vois comme un problème. C'est comme crever les yeux de quelqu'un qui dit qu'il voit mal. Les soignants, ceux qu'on a applaudis pendant le confinement parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver des vies, se voient désormais sommés de ne plus soigner la maladie ou soulager la douleur du malade, mais supprimer le malade lui-même, si bien sûr celui-ci en exprime le désir. Et même le serment d'Hippocrate, dont Mathéis a un petit peu parlé tout à l'heure, n'est pas vraiment clair à ce propos. Le serment d'Hippocrate dit « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, mais je ne provoquerai pas la mort délibérément. » Donc même pour les médecins, ça pose problème. Et pour le coup, le problème que ça pose, c'est un vrai problème philosophique pur qui mériterait à lui seul une séance complète. Est-ce que tuer, c'est soigner ? Est-ce que donner, ou même dans certains cas vendre, la mort, peut être un soin ?
Alors la question du soin, je voulais revenir un petit peu en détail dessus parce que pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, il y avait une expo au musée des Beaux-Arts de Dole qui s'appelait Prendre soin, restaurer, réparer de la Renaissance à nos jours. Et moi, personnellement, j'avais trouvé cette expo vraiment géniale. Alors peut-être parce qu'elle avait été commandée par des philosophes, en partie, notamment Alexis Anne Braun et Sarah Carvalho, que je connais bien parce que c'était mes profs à la fac. Et ce que j'aimais particulièrement dans cette exposition, au-delà de ça, c'était qu'il y avait l'illustration du concept de soin sous toutes ses formes. De la figure de Louis Pasteur à une œuvre montrant des tapis les uns sur les autres dans lesquels on a juste envie de se jeter pour se reposer, jusqu'à des photos des hospices de Beaune, tout était là. Et ce qu'on remarquait, c'était que dans le soin, il y a la souffrance et le moyen d'y remédier. Il y a la maladie et l'arrêt de la maladie. Il y a la normalité et la normalité. Le soin, c'est le processus de réparation. Et en ce sens, un garagiste qui répare votre voiture qui a un problème, en un sens, il la soigne. Alors qu'un médecin qui tue, c'est moins évident. Les anglo-saxons, d'ailleurs, à propos du soin, ont 2 mots. Pour définir le soin, ils sont plus précis que nous. Ils ont le care et le cure, qui veulent dire prêter attention et soigner. Alors Joanne Tronto, qui est la grande philosophe du soin, définit le care comme tout ce qu'on fait pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Le cure, lui, c'est d'ordre plus médical, ça implique une maladie. Alors que le care, ça peut simplement être se faire à manger ou des choses simples de la vie, mais des choses qui permettent de faire perdurer le monde. En ce sens, on peut dire que donner la mort n'est pas un soin, et que si c'est pas et surtout que c'est pas aux soignants de s'occuper de la volonté de mourir des gens. Sinon, on tombe dans ce que l'anthropologue américain David Graeber appelle un bullshit job, c'est-à-dire, pour le dire clairement, un métier à la con. Et il a déjà démontré à travers ses études et les témoignages qu'il recueille que même les métiers du soin peuvent être des bullshit jobs. Il prend l'exemple d'un pharmacien qui a l'impression de passer toute sa journée à vendre des placebos, et donc ce pharmacien fait un bullshit job. Pourquoi ? Parce que précisément, il ne soigne pas. Alors maintenant, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter là. Il ne suffit pas de dire que tuer n'est pas soigner, donc qu'on ne peut pas autoriser les personnes qui le souhaitent à mourir, même si celles-ci souffrent terriblement et qu'essayer de les soigner serait ce qu'on appelle de l'acharnement thérapeutique ou de l'obstination déraisonnable, parce que ça, ce serait vraiment juste triste pour elles. En réalité, les enjeux et les risques de dérive que peuvent entraîner une banalisation de la mort sur décision médicale sont bien supérieurs à tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, et qui ici, je crois, est primordial dans l'appréhension de toutes ces questions, c'est que le droit ne se limite pas à être une juridiction externe qui régit la réalité. Il revêt également un caractère incitatif et prescriptif qui exerce une influence sur cette réalité. Prenez par exemple la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. Son objectif va au-delà de la simple sanction des contrevenants. Elle vise également à encourager les fumeurs à réduire leur consommation, voire à complètement l'arrêter. Avoir complètement arrêté de fumer. Maintenant, si on transpose ce problème à la question de la fin de vie, est-ce qu'on ne risquerait pas de tomber dans une forme d'eugénisme ? C'est-à-dire dans un modèle où on prône l'amélioration de la qualité génétique de la population humaine par des moyens sélectifs, en favorisant la reproduction de certaines caractéristiques considérées comme souhaitables, et en décourageant ou en interdisant la reproduction de caractéristiques qui sont considérées comme indésirables. On inciterait à la fois, dans la même société, d'arrêter de fumer pour mieux vivre, et en même temps, d'arrêter de vivre si on n'est pas en bonne santé. Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle, a parlé d'un nouveau type de pouvoir dans nos sociétés qu'il appelle le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est un truc qui se concentre sur la vie et cherche à absolument la prolonger et l'améliorer. Et le débat sur la fin de vie, à mon avis, semble influencé par ce biopouvoir, mais c'est aussi là où le biopouvoir peut devenir problématique. D'un côté, on a ce qu'il appelle dans le biopouvoir le biopolitique et de l'autre l'anatomopolitique. Alors, paniquez pas, c'est pas très compliqué. Le biopolitique, c'est la manière dont les pouvoirs politiques modernes régulent et gèrent la vie des populations à l'échelle sociale. Ça englobe par exemple les domaines comme la santé publique, ça englobe des domaines comme les pratiques médicales ou les politiques de natalité qu'on devrait d'ailleurs maintenant appeler réarmement démographique. Faut réarmer. Et l'anatomopolitique, c'est la manière dont le pouvoir influence et régule les corps individuels au sens propre, souvent à travers des dispositifs disciplinaires
Et ça, donc c'est vraiment la manière dont le pouvoir s'exerce sur nous. Alors maintenant, si, bien sûr, on doit saluer ceux qui soutiennent une loi pour l'assistance à la mort de celui qui la souhaite parce qu'ils ont corrigé les excès du biopolitique, maintenant, il faut aussi faire attention à ce que la qualité de vie ne devienne pas un critère pour ne pas tomber dans l'eugénisme. Pour info, l'un des derniers à avoir eu comme idée de sélectionner les individus sur des critères arbitraires de validité, c'était un petit moustachu dans les années 30 en Allemagne, et on y reviendra plus tard. Mais c'est pour vous dire à quel point le puritanisme de ceux qui veulent absolument ne garder que les valides est dangereux. Parce qu'au fond, on en revient à un problème philosophique éternel. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine? On peut très bien considérer d'ailleurs que toutes les vies valent la peine, même une vie de souffrant. Qu'est-ce qui donne un sens à la vie en général si la seule vie valable est une vie de valide? Évidemment, vous commencez un petit peu maintenant peut-être à me connaître. Je ne peux pas m'empêcher ici d'y voir un rapport au travail. On a l'impression que la seule vie valable pour l'État, et l'intérêt qu'il aurait à défendre une telle idée, c'est qu'une vie valable est une vie dans laquelle on ajoute une valeur ajoutée à la société. On ne cherche à conserver en vie que les personnes qui sont en capacité de produire du capital, que ce soit par leur travail pour toutes les personnes actives, ou soit par leur consommation pour les non-actifs. Alors, on peut se demander, à partir de là, si une loi favorisant l'aide à mourir ne déboucherait pas sur une recherche d'élimination eugéniste de ceux qui pourraient gréver les comptes de la Sécu, à savoir les vieux, les malades chroniques, les handicapés, etc. Parce que je crois qu'il ne faut pas être naïf et égoïste à ce propos. Il ne faut pas seulement se mettre à la place du malade qui souffre et qui préfère mourir. Avec une telle loi mise en place, impliquant donc qu'une certaine partie de la population éligible, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, y ait recours, qu'est-ce qu'on fait par exemple de toutes les personnes malades chroniques ou handicapées, ou simplement âgées, qui ne veulent pas mourir? Je l'ai dit tout à l'heure, une loi revêt un caractère incitatif et prescriptif. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas de manière peut-être implicite et involontaire, mais une culpabilisation ou un sentiment de culpabilisation envers et pour ceux qui seraient éligibles à l'assistance à mourir, mais qui souhaitent quand même vivre? Est-ce qu'on finirait pas par inciter les gens à arriver à un certain stade de santé ou d'un certain âge, d'avoir recours à cela, alors même qu'ils pourraient potentiellement vivre encore un moment? Il existe une série à ce propos qui met en garde sur ces dangers, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'âge de cristal. C'est une série dans laquelle les gens vivent jusqu'à leurs 30 ans, et à leurs 30 ans, le jour de leurs 30 ans, il y a une grande fête qui est organisée dans la cité, et donc ils font la grande fête, il y a tout ce qu'on peut imaginer d'une grande fête, et à la fin de cette fête, ils passent à travers une porte et ils meurent. Ils meurent tous, pour laisser la place aux jeunes, à leurs 30 ans. Donc ici, je ne voudrais pas faire le truc facile du point Godwin, mais quand même, c'est difficile de ne pas y voir un lien avec les chambres à gaz dans les camps de concentration du régime nazi. Et on a le droit, en ce sens, je crois, de se demander si ce n'est pas un des risques qu'engendrerait une telle loi. Vous savez, il y a un mot de Platon qu'il utilise dans le Phèdre, que j'aime beaucoup, qui est pharmakon. Pharmakon qui signifie à la fois remède et poison. Et il semblerait qu'une telle loi, à mon avis, soit un pharmakon. C'est-à-dire qu'on fait ça faute de mieux. On tue le patient faute de pouvoir vraiment le soigner, en faisant passer sa mort pour un soin. Et en même temps, c'est ce qui peut devenir le poison pour la société, parce qu'elle peut faire tomber dans des dérives eugénistes. Alors la question qui s'impose à moi est désormais celle de la souffrance, parce que comme je l'ai dit dans ma première partie, désirer abréger la souffrance au point de lui préférer la mort, au point même de l'inscrire dans la loi, est une idée résolument moderne. Et je crois que parfois il faut arrêter d'essayer d'être moderne et d'accepter un peu le fait qu'il y a des choses dans la vie qui font partie des choses sur lesquelles on ne doit pas avoir de pouvoir, ou de contrôle plutôt, ça c'est un meilleur mot. Alors on bascule maintenant dans la dernière partie de cet exposé, dans laquelle nous interrogerons la question de la souffrance dans une perspective purement nietzschéenne. Alors ça, c'est une position de ma part qui est assumée, parce que Nietzsche est un auteur que je lis abondamment depuis que j'ai commencé la philo il y a 5-6 ans. Et je crois que l'essentiel de toute la pensée de Nietzsche se trouve au cœur de notre problème d'aujourd'hui. Amor fati, aime ton destin. Voilà la maxime. L'amor fati, chez Nietzsche,
c'est la conviction profonde que le chaos et le devenir sont bénéfiques parce qu'ils nous permettent d'exprimer notre puissance. La promesse et l'objectif de la science, nous dit Nietzsche, c'est aussi peu de douleur que possible. Mais on pourrait tout à fait remettre en cause cette idée. Si on veut absolument réduire les souffrances, mais la vie est faite de souffrances. C'est pas parce qu'on est incapable de guérir une maladie qu'on doit forcément tuer le malade. Supprimer la souffrance en supprimant la vie n'est pas là au contraire le témoignage même de notre incapacité à supprimer la souffrance. Schopenhauer dit que la vie oscille de gauche à droite comme un pendule de la souffrance à l'ennui. La souffrance est une constante de l'humanité. La souffrance a toujours existé et elle est constitutive même de ce qui nous rend meilleurs. C'est la phrase au fond la plus célèbre de Nietzsche qui peut ici peut-être paraître comme une banalité, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce que Nietzsche veut dire par là, c'est à la fois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts au sens de ce qui nous maintient en vie, nous fait persévérer dans la vie elle-même, donc cela nous rend plus forts. Mais ça veut aussi et surtout dire, ce qui me fait souffrir mais pas au point de me tuer, me rend plus fort. Victor Hugo disait lors de son discours à l'Assemblée du 9 juillet 1849 « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui pensent qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Il ne faut pas détruire la souffrance. La souffrance fait partie de la vie et conditionne l'existence de relief dans l'existence. Confucius dit qu'aucune pierre ne peut être polie sans friction, donc qu'aucun homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. L'anéantissement de la douleur, ici, résonnerait comme l'anéantissement de tout ce qui rend plus fort, meilleur, et signerait ainsi la fin du progrès de l'homme. Et surtout, la fin de la souffrance, sur la fin de la souffrance, que serait la traversée de l'existence si on lui supprime tout ce qu'elle a de souffrant ou douloureux, sinon une traversée vaine, futile et confortable. Confortable ici au sens de l'absence d'effort pour rendre le monde meilleur, l'absence de dépassement de soi. Eh bien, je crois que ce serait une société d'hommes pépères, petits, mous, faibles, et qui savent que quoi qu'il arrive, s'ils tombent malades, ils pourront se faire mourir et donc n'auront jamais à faire face à la souffrance. Du coup, ils n'auraient aucun intérêt à augmenter leur volonté de puissance et tendre vers le mieux, vers de nouvelles valeurs ou vers un comportement social. En somme, une société Uber Eats et McDonald's. Je terminerai maintenant avec une citation de Nietzsche, qui j'espère vous invitera à réfléchir, qui dit « Demandez à un arbre qui doit prendre fièrement de la hauteur s'il peut se dispenser des orages et des tempêtes. Si la défaveur et la résistance extérieure, si toutes les espèces de haine, de jalousie, d'obstination, de défiance, de dureté, d'avidité ou de violence ne font pas partie des conditions propices sans lesquelles une forte croissance n'est possible. Le poison dont meurt l'homme de nature plus faible est un fortifiant pour le fort. Et d'ailleurs, il ne le qualifie pas non plus de poison. Merci beaucoup.